Il y a quelques semaines encore, les Grenadiers n'existaient que comme un rêve, une promesse suspendue à 52 ans d'absence. Et puis Sébastien Migné a fait l'impensable. Il a qualifié Haïti pour la Coupe du Monde 2026. Mais aujourd'hui, maintenant que le groupe C est derrière nous et que les Grenadiers sont officiellement éliminés, la question que beaucoup évitaient de poser à haute voix s'impose avec une évidence cruelle. Sébastien Migné est-il encore l'homme qu'il faut à la tête de cette sélection? Et ma réponse, vous la connaissez si vous suivez cette chaîne, c'est non. Pas parce qu'on ne lui doit rien, mais précisément parce qu'on lui doit la vérité. Haïti a désormais une génération de classe mondiale. Et cette génération mérite un coach qui soit à sa hauteur. Mes amis, bonjour et bienvenue. Avant de continuer, je vous demande de prendre un moment pour vous abonner à la chaîne et mettre un like pour nous soutenir. Commençons par là où il faut commencer, par les mérites réels de Sébastien Migné, parce que l'honnêteté l'exige. Arrivé sur le banc haïtien en juin 2024, cet homme a transformé une sélection traumatisée, sans stade, sans territoire, en un collectif solide capable de terminer premier de son groupe de qualification CONCACAF devant le Honduras et le Costa Rica avec 6 victoires, 2 nuls et 2 défaites. Il a fait ça sans jamais pouvoir poser un pied en Haïti, le pays étant trop instable pour qu'il s'y rende. Il a construit une équipe entière sur terrain neutre, depuis la diaspora, depuis les camps d'entraînement improvisés à Curaçao ou ailleurs. Son bilan avant le mondial était de 12 victoires, 5 nuls et 5 défaites en 22 matchs. Et son travail a permis la qualification. Ça, personne ne peut le lui enlever. Sébastien Migné a rendu Haïti à la Coupe du Monde. C'est un fait, c'est historique et c'est immense. Mais la Coupe du Monde est justement ce laboratoire impitoyable où les illusions s'évaporent et où les systèmes se heurtent à la réalité du plus haut niveau. Et ce qu'on a vu dans le groupe C est édifiant. Pas seulement par les résultats, 2 défaites, élimination comme première équipe officiellement sortie de la compétition, mais surtout par la manière dont ces défaites ont été construites. Parce que les joueurs haïtiens, eux, n'ont pas démérité. Le problème venait d'ailleurs. Il venait du banc. Revenons au 13 juin à Boston pour le premier match de la Coupe du Monde 2026 d'Haïti depuis 1974. L'adversaire, l'Écosse, est certes classé 40e place devant Haïti au ranking FIFA, mais c'est le match le plus accessible du groupe sur le papier. C'est le match qu'Haïti était censé jouer sans complexe, le match où faire un résultat relevait du possible. Et pourtant, dès l'annonce du 11 de départ, quelque chose cloche. Dawkins Nazon, le meilleur buteur de l'histoire de la sélection haïtienne avec 44 buts en 82 sélections, ce joueur qui a été le pilier offensif de la qualification, commence sur le banc. Franz Di Piero est préféré à la pointe. Et derrière lui, un double pivot composé de Danlé Jean-Jacques et de Bellegarde, Ruben Providence positionné sur le côté droit. Autre choix étonnant, Dominique Simon est sur le banc. Ces choix ont choqué beaucoup d'observateurs et il y a des raisons. Migné a manifestement misé sur la mobilité et le pressing de Pierrot pour mettre l'Écosse sous pression haute. L'idée tactique est compréhensible sur le papier. Mais en privant son équipe de Nazon dès le coup d'envoi, il a privé les Grenadiers de leur finisseur le plus expérimenté, leur tueur de surface, leur homme des grands moments. Haïti a produit 15 tirs lors de ce match contre l'Écosse. 15 tirs dont seulement 2 ont été cadrés. 2. Face à une équipe qui, rappelons-le, est restée fragile et peu tranchante dans ce match, qui a rarement imposé son rythme et qui a failli encaisser un but égalisateur de la tête de Pierrot lui-même à la 85e minute. Josué Casimir, entré en deuxième mi-temps, a touché le poteau à la 79e. Si Nazon avait joué depuis le début avec la palette complète de l'attaque haïtienne, est-ce que Haïti perd ce match? Ce n'est pas certain. Et c'est précisément là le problème. Les changements de Migné, par ailleurs, sont arrivés trop tard et trop prudemment. Yacine Fortune n'a intégré le terrain qu'à la 85e minute pour remplacer Providence, au moment où la rencontre était quasiment jouée. Passons au 19 juin à Philadelphie pour le second match contre le Brésil. Ici, la problématique tactique prend une autre dimension. Face à la Seleção qui venait d'être tenue en échec par le Maroc et qui arrivait donc avec une fin supplémentaire, Migné a choisi un schéma en 5-4-1 avec Pierrot seul en pointe de l'attaque. Le principe d'un tel système face à une attaque de ce calibre,
Vinicius Junior, Rafinha, Matheus Cunha, n'est pas absurde en soi. Un bloc bas, compact, défense à 5, tenter de tenir jusqu'à un coup de pied arrêté ou une transition rapide, c'est une option défendable. Sauf qu'un 5-4-1 exige d'abord que la ligne défensive soit bien positionnée et cohérente dans son comportement. Et là, ce que les images nous ont montré, c'est quelque chose de déconcertant. Haïti a maintenu une ligne défensive relativement haute sans pour autant presser le porteur de balle. Le pire des deux mondes. Ni le bloc bas compact qui rétrécit les espaces, ni le pressing haut qui éteint la construction adverse. Le résultat ? Vinicius Junior et Rafinha se retrouvaient régulièrement dans le dos de la défense haïtienne sur des passes en profondeur, sans réelle résistance. Les 3 buts brésiliens sont tous intervenus dans cette première mi-temps catastrophique, tous nés de cette même faille structurelle. Matheus Cunha a signé un doublé à la 23e et à la 36e minute, et Vinicius a mis le 3e juste avant la pause après une ouverture de Paqueta dans l'axe. Haïti était mort avant même la mi-temps. France dit Pierrot s'est retrouvé absolument seul contre 3 défenseurs centraux brésiliens. Isolé, sans soutien, sans relais, sans ballon, il ne pouvait rien faire. Et c'est là qu'un joueur comme Wilson Isidore aurait été plus utile en pointe par sa vitesse et ses déplacements. Migné a attendu pour bouger ses pièces. Plusieurs changements à la mi-temps avec l'entrée de Dominique Simon, Don Dietzen et Wilson Isidore. L'équipe passe enfin en un système 4-2-3-1 et c'est la surprise générale, l'équipe joue 10 fois mieux qu'en première période. Ce qui est frappant dans tout ça, c'est un motif qui revient dans les 2 matchs. Les joueurs les plus créatifs, les plus techniques, les plus capables de faire la différence dans le dernier tiers sont soit laissés sur le banc, soit utilisés de manière trop tardive pour peser réellement. Et ça illustre parfaitement ce qu'on reproche à Migné. Une gestion du banc et des choix de composition qui sous-exploitent systématiquement les meilleurs éléments créatifs du groupe. Et c'est là où on touche au cœur du problème. Parce que le sujet, finalement, ce n'est pas seulement Sébastien Migné en tant qu'individu. C'est la question de savoir si la sélection haïtienne peut se permettre de continuer dans la même direction. Et pour répondre à cette question, il faut regarder ce que cette génération de joueurs représente réellement. Jean-Rickner Bellegarde joue en Premier League à Wolverhampton. C'est un joueur reconnu au plus haut niveau européen, un milieu capable de gérer la pression, de relancer sous l'intensité, de trouver des passes décisives entre les lignes. Hannes Delcroix a affiché des statistiques impressionnantes contre l'Écosse, 100% de passes réussies sur 66 tentatives, un chiffre record partagé avec l'Américain Chris Richard lors de ce mondial. Wilson Isidore évolue à Sunderland, progresse saison après saison et représente une menace réelle dans le couloir et la profondeur. Ruben Providence, 24 ans, formé au PSG et passé par l'AS Roma avant de s'installer aux Pays-Bas, possède une technique et une capacité d'1 contre 1 qui méritent d'être mieux exploitées. Josué Casimir s'impose progressivement en Ligue 1. Et on n'a même pas encore parlé de Gervin Miché-Methuselah, de Derrick Etienne à Toronto, de Danley Jean-Jacques à Houston, ni des joueurs qui arrivent dans le pipeline de la diaspora française et américaine. Cette sélection, en termes de densité, de talent, jouant dans les meilleures ligues européennes et nord-américaines, n'a pas d'équivalent dans toute l'histoire du football haïtien. C'est une génération que le pays attendait depuis un demi-siècle. Et c'est justement pour cette raison que la question du coach est si centrale. Parce que qualifier Haïti pour le mondial 2026, c'était le premier chapitre. Mais maintenant qu'on y est arrivé, maintenant que ce groupe a gagné en légitimité internationale, il faut franchir un palier. Il faut un sélectionneur qui soit capable de poser sur ses joueurs un système réellement ambitieux. Un coach qui comprenne que Casimir n'est pas une option de remplacement, mais un titulaire. Que Bellegarde dans un milieu à 3 atteint un autre niveau que dans un double pivot étouffant. Que la ligne haute sans pressing n'est pas une option défensive viable face aux meilleures transitions du monde. Migné a bâti une culture de combat dans ce groupe, une mentalité de résistance, une identité collective. Et ça, c'est précieux. Mais au mondial, dans les moments les plus importants, les choix qu'il a faits ont montré que sa lecture tactique du niveau mondial atteignait ses limites. Ce n'est pas une insulte, c'est un constat. Tous les coachs ont un plafond de verre. Le plafond de verre de Migné, le mondial 2026 nous l'a montré clairement. C'est la gestion des rotations et la structure offensive.
Ce sont les deux défauts qui ont le plus coûté à Haïti lors de ces deux premiers matchs. Il reste le troisième match contre le Maroc le 24 juin à Atlanta. Haïti est déjà éliminé, mais ce match a une importance symbolique considérable. Ce peut être l'occasion pour Migné de corriger le tir, de montrer qu'il est capable de présenter un 11 plus audacieux, plus cohérent avec le talent disponible, de construire un milieu à 3 autour de Bellegarde, de laisser Isidore et Lenny Joseph s'exprimer ensemble. C'est peut-être le dernier test tactique de son mandat. Et selon ce qu'on verra ce soir-là, les conclusions que la FHF devra tirer seront encore plus évidentes. Parce qu'après le mondial, la FHF sera face à un choix. Elle peut décider de garder Migné en reconduisant le projet de stabilité qu'il a construit. Ce serait une erreur confortable, une erreur dont on comprendrait les raisons, mais une erreur quand même. Ou elle peut saisir ce moment, un moment rarissime dans l'histoire du football haïtien, un moment où il y a de l'argent, de la visibilité, des joueurs de qualité pour se doter d'un sélectionneur qui soit véritablement capable de structurer ce groupe pour aller encore plus loin. Un coach avec une vision offensive claire, une expérience des ligues européennes au plus haut niveau, une capacité à créer des systèmes fluides et à gérer intelligemment les rotations en cours de match. Le profil existe. Il faut aller le chercher. L'histoire du football haïtien est faite de trop de rendez-vous manqués, de trop de moments où la qualité était là, mais où l'organisation ne suivait pas. Mano Sanon avait planté un but dans le filet de Dinosof en 1974 et pourtant Haïti était rentré à la maison avec 3 défaites. 52 ans plus tard, la diaspora a produit une génération qui joue en Premier League, en Ligue 1, en MLS et qui n'a plus rien à envier à bien d'autres sélections de la CONCACAF ou même au-delà. Cette génération-là ne doit pas connaître le même sort que celle de 1974. Elle ne doit pas rentrer à la maison en ayant l'impression que son talent a été mal utilisé, que ses meilleures années ont été gâchées par des choix en dessous de ce qu'elle méritait. Sébastien Migné a fait quelque chose de grand pour Haïti. Il a ramené le pays sur la carte du football mondial. Il mérite le respect, le remerciement sincère et probablement un au revoir digne. Mais le football n'est pas sentimental. Il est impitoyable. Et si Haïti veut vraiment construire quelque chose de durable à partir de ce mondial 2026, si la FHF veut transformer cette qualification historique en un véritable projet sportif pour les 10 années à venir, alors il faut avoir le courage de dire que le chapitre Migné doit se terminer ici, avec dignité, avec gratitude, mais avec la clarté de ceux qui regardent vers l'avenir plutôt que vers le passé. Haïti a désormais les joueurs. Il lui faut maintenant le bon coach. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Abonnez-vous et dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires.